Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce Midi du Sierra avec Louis Levasseur-Thériault, qui s'intitule La participation démocratique des Autochtones, comprendre les disparités des communautés aux élections provinciales du Québec. Louis Levasseur-Thériault est étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, notamment affilié au Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone, le CIRA, et au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, le CECD. Ses intérêts de recherche portent sur les peuples autochtones, le comportement électoral, l'opinion publique et les partis politiques dans le contexte canadien et québécois. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Louis. Je vous invite à laisser vos caméras ouvertes. Ça donne toujours des midis plus vivants. Donc, je vous remercie encore une fois à tous et à toutes d'être ici et je laisserai la parole à Louis. Parfait, merci beaucoup Arnaud. Euh, donc, comme Arnaud l'a si bien dit, je suis étudiant à la maîtrise en sciences politiques. Je suis sous la direction, en fait, la co-direction de Martin Papillon et Catherine Ouellette. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de mémoire, projet qui n'est pas encore fini, qui devrait se finaliser dans les prochains mois. Donc, mon but, ça serait de le remettre d'ici la fin de décembre, mais on ne sait jamais, des fois, ça peut être un peu plus long que ça, puis ça se peut que ça arrive. Donc, c'est un projet qui porte sur la participation électorale des populations autochtones au Québec, précisément. Puis j'essaie en fait de comprendre pourquoi il y a autant de disparités dans le taux de participation entre les communautés autochtones du Québec. Donc, la littérature, en fait, distingue une forte abstention électorale des populations autochtones au Québec, en fait, au Canada, dans l'entièreté du Canada et aussi beaucoup au Québec. Ici, on peut voir dans le graphique à l'écran, aux élections entre 2012 et 2022, que puis chaque point ici représente une communauté autochtone au Québec qu'il y a beaucoup de différenciation dans le taux de participation. Il y a des communautés qui ne participent pas du tout, à 0%. Il y a beaucoup de communautés qui se retrouvent entre le seuil du 0 et 20%. Puis il y a quelques communautés qui dépassent ce taux-là. Mais il n'y a aucune des communautés qui dépasse la moyenne générale au Québec qui est un peu plus de 60%. Donc, euh, puis ce phénomène-là, en fait, est expliqué dans la littérature, en fait. C'est pas le phénomène des différenciations qui est expliqué, c'est plutôt l'abstention électorale qui est expliquée par plusieurs euh, études. On a des études qui mettent de l'avant que en fait, c'est à cause de l'héritage des politiques coloniales d'établissement qui font que les Autochtones trouvent que les institutions démocratiques, en fait, il y a une illégitimité, un sentiment d'illégitimité envers ces institutions-là. Puis il y a un autre pan de la littérature, en fait, qui met de l'avant qu'il y a des conditions socio-économiques et socio-démographiques qui découlent du colonialisme, qui ont des influences sur la participation. Euh, c'est bien beau tout ça, c'est super intéressant, ça explique l'abstention, mais ça explique pas, en fait, les variations intercommunautaires. Puis c'est à ça que je me pose la question, est-ce qu'on peut expliquer les variations de la participation électorale entre les communautés autochtones aux élections provinciales du Québec? Donc, telle est ma question de recherche pour mon mémoire. Puis, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment je réponds à ça. C'est quoi mon design empirique, c'est quoi ma méthodologie. J'ai des petits résultats préliminaires sur quelques variables, mais c'est vraiment pas rien de gros. C'est vraiment un travail qui n'est pas fini, mais qui est en voie de l'être. Euh, J'aimerais ça, en fait, évidemment, qu'il soit fini bientôt, mais on va voir, en fait, vers où ça nous mène. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les facteurs structurels de la participation électorale dans la littérature. Donc, en fait, l'héritage colonial sur la participation électorale, les caractéristiques également plus individuelles comme en fait, les conditions socio-économiques et socio-démographiques. Puis ensuite, je vais vous présenter un peu plus, je vais passer un peu plus de temps sur la méthodologie parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis c'est un peu aussi pour ça que je vous présente aujourd'hui pour avoir un peu de feedback, notamment sur ma méthodologie. Donc,
Euh, on voit en fait dans la littérature que l'héritage colonial est totalement asymétrique. Euh, on a des communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent qui sont victimes d'un colonialisme qui est un peu plus, on pourrait dire, précoce, tandis que les ramifications violentes de ce colonialisme-là dans les communautés autochtones des régions nordiques du Québec sont beaucoup plus récentes. On peut passer aux Inuits, par exemple, ou aux Cris. Euh, donc, dans la vallée du Saint-Laurent, on voit une colonisation qui débute dès le 17e siècle, qui est marquée par une assimilation culturelle, politique et sociale. On voit également une sédentarisation forcée des communautés nomades dans des réserves, puis progressivement aussi la municipalisation de ces réserves-là. Donc, progressivement, on va voir que les réserves autochtones vont de plus en plus ressembler, en fait, les réserves des Premières Nations vont de plus en plus ressembler à à des systèmes politiques municipales qu'on peut voir un peu partout au Québec. Euh, donc, historiquement, on voit que les alliances initiales qui sont basées sur le respect mutuel, peut-être avec les autorités coloniales françaises, évidemment, c'est vraiment pas parfait, puis il y a beaucoup de guillemets dans ce que je viens de dire là. Mais ça se transforme graduellement en relation de domination forte. La transition vers le régime des Britanniques par la suite intensifie cette mise sous tutelle des communautés autochtones, donc l'assimilation des communautés autochtones à la civilisation plutôt alloctone. Euh, Puis pendant ce temps-là, les territoires nordiques demeurent relativement peu affectés par les politiques coloniales, et ça jusqu'au 20e siècle. On peut prendre par exemple les Cris, les Naskapi, les Inuits, les Inuits, eux qui maintiennent un mode de vie un peu plus ou moins traditionnel, avec des contacts plus ou moins sporadiques avec l'État québécois et l'État canadien également. Les contacts, en fait, sont plutôt avec les autorités religieuses, des travailleurs comme des pêcheurs, des trappeurs, et non avec des représentants de l'État en tant que tel. Mais c'est à partir de la deuxième moitié du 20e siècle que la situation se transforme et que la volonté territoriale expansionniste de l'État québécois entre directement en conflit avec la présence des communautés autochtones dans le Grand Nord. On a un Québec qui veut un peu assouvir sa souveraineté sur le territoire québécois, surtout durant la Révolution tranquille. Puis la présence de communautés autochtones va freiner cette conquête-là du Nord québécois. Donc, cette période-là est marquée par plusieurs tensions, mais on peut également prendre en compte, on peut également dire en fait que ces tensions-là se sont un peu assouvies avec la signature de la Convention de la baie James et du Nord, qui permet à certaines nations, comme les Cris des Inuits, d'obtenir une forme d'autonomie gouvernementale que les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent peinent encore à obtenir aujourd'hui. Donc, on voit ici que le processus colonial est asymétrique à travers l'histoire québécoise, puis encore aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que cela a un effet sur la participation électorale? C'est pas clair, puis c'est ça que mon mémoire essaie de distinguer. Donc, une grosse littérature de tradition critique qui met de l'avant des explications structurelles liant l'abstention des Autochtones à l'héritage des politiques coloniales, pour expliquer l'abstention, évidemment. Cette abstention-là qui découle du caractère colonial des institutions démocratiques. Ici, le fait de participer aux élections revient à accepter la légitimité de ce système pour plusieurs autochtones, plusieurs penseurs autochtones, évidemment. Dans la réalité, c'est un peu moins précis, un peu moins clair. Euh, donc, l'abstention ici devient une résistance qui s'inscrit dans une compréhension plus large des mécanismes du colonialisme d'établissement, un colonialisme où les institutions sont normalisées et présentées comme les seules légitimes. Évidemment, ce constat-là va au détriment des systèmes politiques traditionnels autochtones qui sont ici condamnés peu à peu à disparaître. Euh, Puis parallèlement, ce colonialisme d'établissement incite les populations autochtones à s'intégrer à la société dominante en s'engageant dans ces institutions qui peuvent être des institutions évidemment politiques, démocratiques, mais également économiques et sociales. Euh, Cette assimilation-là confère aux Autochtones l'illusion que les institutions coloniales sont démocratiquement légitimes. Ça vient donc masquer en fait qu'elles ont été imposées de force durant toute l'histoire coloniale et surtout qu'elles ont été imposées sans le consentement des populations autochtones. Donc,
on peut voir en fait que l'héritage colonial a un effet excessivement fort sur l'abstention, mais n'explique pas encore une fois pourquoi, oui, il y a des populations qui ne participent pas, par exemple les populations Mohawk autour de la ville de Montréal, mais il y a d'autres communautés qui participent. Puis cette littérature-là ne permet pas vraiment de le mettre de l'avant, d'expliquer en fait ces nuances-là. Un autre pan de la littérature ne se dissocie pas complètement du type d'explication que je viens de vous présenter, c'est des analyses qui sont plus microsociologiques, qui sont ancrées dans les théories du comportement électoral. Puis ces études-là montrent qu'il y a des facteurs socio-économiques et socio-démographiques qui peuvent influencer la participation électorale des Autochtones. Euh, puis, à l'écran ici, un graphique que j'ai fait avec mes données que j'ai actuellement. En fait, les données que je suis allé récupérer sur le site de Statistique Canada, qui est l'indice de bien-être des communautés, qui recense euh, sur une échelle de 0 à 100 ou 0 à 1 les conditions des communautés autochtones par rapport au logement, à l'emploi, au revenu puis à la scolarité. On voit qu'à l'écran, en fait, il y a beaucoup de disparités entre les communautés des Premières Nations et les communautés des Inuits, et surtout entre, ou également par rapport aux autres communautés, les communautés allochtones du Québec. Donc, ces disparités-là socio-économiques chez les communautés autochtones s'inscrivent évidemment directement dans le contexte historique du colonialisme, puisque le processus colonial a engendré des inégalités structurelles qui sont encore aujourd'hui persistantes, comme on peut le voir à l'écran. Euh, puis, donc, si je reviens à la littérature sur le comportement électoral, euh, en fait, ils identifient plusieurs variables, quelques variables qui ont un effet sur la participation, là, dont l'éducation puis le revenu. Euh, L'âge également peut avoir un effet très fort sur la participation électorale et le genre. Pour ce qui est de l'éducation puis le revenu, en fait, c'est des relations qui sont positives dans le sens où plus une personne autochtone a une scolarité élevée, plus elle va euh, participer. La relation est similaire pour le revenu. Donc, cela étant dit, vient maintenant un peu plus ma question méthodologique. Comment un peu tester l'effet différencié du colonialisme par rapport aux communautés? Euh, c'est vraiment ici mon gros puzzle actuel. Euh, je me creuse beaucoup la tête ces temps-ci, surtout avec mon co-directeur Martin Papillon, à comment mesurer euh, le colonialisme différencié. À date, évidemment, c'est un travail qui est toujours en progression. Puis aujourd'hui, je présente notamment pour avoir un peu de propositions là-dessus. Le premier indicateur, ça serait un indicateur de temporalité spatiale du colonialisme. Dans l'idée que, euh, comme je vous ai présenté, en fait, historiquement, on voit que le colonialisme s'est pas déployé de la même manière selon les régions du Québec, surtout selon aussi à quel point on est loin des grands centres urbains ou non. Euh, donc, on voit que les communautés plus éloignées ont connu un colonialisme plus tardif, tandis que les communautés plus proches, par exemple ceux qui sont proches des grandes villes dans la vallée du Saint-Laurent, ça fait longtemps qu'ils sont sous l'emprise du colonialisme. Donc, à cela, je me dis, est-ce que l'éloignement géographique des centres de population peut être un indicateur de la temporalité spatiale du colonialisme? Donc, ça serait mon premier indicateur qui peut être calculé par euh, l'éloignement géographique offert par Statistique Canada pour chacune des communautés autochtones du Québec, que j'ai déjà les données sur ça. Donc, à réfléchir sur ça. Ensuite, mon deuxième indicateur, ça serait un indicateur des rétentions culturelles. Donc, les politiques d'assimilation, donc les politiques coloniales d'assimilation, ont ciblé l'interdiction des cultures, en fait, la pratique des cultures autochtones. Donc, ça a eu un impact, en fait, évidemment, sur les générations futures. Puis impact notamment qu'on peut ressentir dans l'usage de la langue traditionnelle autochtone. Donc, dans ce processus-là, est-ce qu'on pourrait, dans la même lignée, est-ce qu'on pourrait prendre la vitalité linguistique comme indicateur de la rétention culturelle face au colonialisme d'établissement? Donc, dans chacune des communautés, c'est quoi le pourcentage de personnes en fait, de locuteurs de la langue traditionnelle autochtone?
Puis est-ce qu'on pourrait tester ça sur la participation électorale pour essayer de voir pour tester en fait la variable de la rétention culturelle? Encore une fois, c'est un indicateur qui est en train de se faire travailler. C'est pas du tout parfait, beaucoup de limites. Puis ensuite, le dernier indicateur, ça serait l'intensité des rapports avec l'État québécois. Donc ici, c'est un peu plus long, un peu plus complexe dans le sens où ça serait un indice qui est multifactoriel, où je prends en considération le nombre de conflits majeurs dans les dernières années, la présence de militants traditionnalistes autochtones et le montant des transferts intergouvernementaux. Donc, plus précisément, en fait, le nombre de conflits majeurs. En fait, les conflits majeurs, ça serait des conflits, on peut penser à la crise d'Oka, on peut penser notamment aux revendications territoriales récentes puis aux grandes manifestations qu'il y a eu dans les dernières années. Mais aussi, on peut prendre en considération la présence de militants traditionnalistes. Donc, est-ce que dans cette communauté-là, par exemple, les communautés Moa qui sont historiquement et reconnues comme un peu plus traditionnalistes, est-ce qu'il y a un certain degré de présence, contrairement à d'autres communautés? Puis quand je parle des transferts intergouvernementaux, c'est des transferts en fait quel est le montant d'argent que les communautés autochtones reçoivent de l'État par année, par exemple, une moyenne. Ça serait ici vraiment trois, trois facteurs pour essayer de mesurer l'intensité des rapports avec l'État québécois. Donc, je reconnais que évidemment, c'est pas simple, puis c'est pas très. La relation, en fait, l'indicateur ne permet pas vraiment tant que ça de mesurer l'effet différencié. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de limites, euh, mais c'est à garder en tête, puisqu'en ce moment, il n'y a pas rien dans la littérature qui permet de différencier, en fait, pourquoi il y a autant de différences dans les taux de participation au sein des communautés. Donc, je vais pouvoir, s'il y a des questions un peu plus pointues sur cette question-là plus tard, je vais pouvoir y répondre. Je vais passer à la prochaine diapositive, donc, qui sont mes hypothèses, qui sont des hypothèses évidemment qui sont préliminaires parce que j'ai pas encore tous les outils pour pouvoir poser des hypothèses, mes hypothèses finales. Donc, pour la première hypothèse, en fait, c'est-à-dire qui pose sur la temporalité du colonialisme, donc la colonisation tardive telle que mesurée par l'éloignement géographique pourrait diminuer la participation électorale. La relation est négative parce que euh, le- les études sur le comportement électoral des populations autochtones euh, indique en fait que le fait d'habiter en ville ou près des grandes villes améliore la participation électorale des populations autochtones et donc que les personnes dans les communautés votent moins que les personnes hors communauté. Ensuite, pour ma deuxième hypothèse sur la rétention culturelle qui est mesurée par la vitalité linguistique, je ne peux pas vraiment me permettre actuellement de, de poser une hypothèse sur la direction de la relation. Même chose ensuite pour l'intensité des rapports avec l'État québécois. Par contre, pour mes deux hypothèses sur l'éducation et le revenu, donc mes caractéristiques socio-économiques, je peux le faire parce qu'il y a beaucoup d'études en comportement électoral canadien qui se sont posées la question et qui ont répondu à ça. Et donc, ils disent que l'éducation et le revenu augmentent la participation. Donc, je reprends ces résultats-là pour les mettre dans mon hypothèse. Donc, comment y répondre maintenant? Avant de rentrer dans le vif de ma méthodologie puis mes données en tant que telles, juste vous présenter un peu les limites méthodologiques à utiliser le comportement électoral des populations autochtones en méthode quantitative. Évidemment, il y a une grosse littérature critique qui met de l'avant que les méthodes quantitatives ne sont pas adaptées pour étudier, en fait, pour étudier les nuances des populations autochtones. Puis c'est un peu ça aussi que la construction de mon indicateur, qui est plus un travail un peu axé sur le, le qualitatif et l'histoire, permet un peu de répondre à cette critique-là, mais c'est pas du tout parfait comme vous l'avez vu. Donc, en quantitatif, il y a deux manières de répondre, en fait, d'un peu quantifier euh, le comportement électoral des populations autochtones. Évidemment, il y a les données individuelles et les données agrégées. Les données individuelles sont réalisées par des sondages post-électoraux. C'est des données qui sont beaucoup plus précises. On va avoir autant,
On va avoir des Autochtones en milieu urbain, en milieu ruraux. Euh, c'est des données, en fait, vu qu'ils sont plus précises, on peut faire des inférences causales. Euh, il y a parfois certaines limites au sondage. Ça va jamais être vraiment représentatif de la démographie des populations autochtones. Mais par contre, c'est plus précis, par exemple, que les données agrégées que je vais utiliser dans le cadre de mon mémoire, en fait, où on doit isoler géographiquement les communautés autochtones, puis ça fait qu'on a des données qui sont imprécises, puis surtout, on a des données manquantes. Dans la suite des choses que je vais vous présenter, j'ai aucun autochtone en milieu urbain, évidemment, puis ma question de recherche, évidemment, ne se porte pas sur les autochtones en milieu urbain, mais il y a beaucoup d'autres études qui ont dû euh, noter cette limite-là quand ils se sont concentrés sur le comportement électoral des populations autochtones. Puis surtout, en fait, les données agrégées me permettent juste de faire des inférences écologiques, donc des inférences qui ne sont pas causales, évidemment, mais des inférences aussi que la puissance statistique est excessivement basse, voire nulle. Donc, c'est très limité comme méthode, mais dans le cadre actuel, c'est pas mal le seul outil que j'ai pour répondre à ma question, euh, évidemment, euh, aujourd'hui. Donc, mes premières sources de données sont celles issues du recensement de la population 2021. Donc, c'est des données qui sont sociodémographiques et socio-économiques. Donc, évidemment, j'ai l'indice de bien-être qui permet de mesurer l'éducation, le revenu notamment. Puis, j'ai le recensement, en fait, qui me permet d'avoir le taux d'Autochtones par aire de diffusion. Donc, c'est des zones géographiques qui sont plus petites que les communautés. Donc, c'est qui sont plus précises que la grande communauté en général. Donc, ça me permet un peu d'isoler géographiquement euh, toutes les communautés autochtones du Québec, évidemment, puis je vais avoir un plus grand nombre d'aires de diffusion que de communautés après ça dans mon nombre d'observations. Puis aussi à noter que euh, dans dans le recensement, il n'y a aucune communauté, en fait, aucun individu, en fait, aucune communauté qui est à majorité métisse qui s'identifie comme à majorité métisse. Donc, c'est une autre limite de mon mémoire. C'est une étude qui se porte principalement les, sur les Inuits et les Premières Nations. Ensuite, j'ajoute à cela, évidemment, les données électorales des communautés autochtones. Puis c'est des données électorales de 2012 à 2022, donc les 4 dernières élections provinciales. Puis potentiellement, si je travaille un peu plus tard là-dessus, sur ce projet-là, je pourrais potentiellement ajouter aussi 2026 qui s'en vient à grands pas. Euh, donc, j'ai des résultats par section de vote. Donc, c'est des sections de vote, c'est comporté de 400 électeurs ou moins. Donc, c'est relativement précis. Évidemment, j'ai des votes qui sont oubliés. Le vote par anticipation, le vote itinérant également. Mais aussi, dès qu'il y a moins de 10 électeurs qui ont voté dans une boîte de vote, euh, je- ces électeurs-là, en fait, sont envoyés dans une autre boîte pour une question d'anonymisation. Donc ça peut être une certaine limite, surtout dans mon cas, quand on a des communautés, en fait, comme les communautés Mohawk, qui ont voté à 0%. Est-ce que c'est un vrai 0% ou il y a quelques personnes qui sont allées voter? Je ne peux pas le savoir. Euh, donc, avec ces deux sources de données-là, j'ai réussi à avoir un peu des données agrégées sur euh, comment les communautés autochtones se comportent aux élections. Puis les derniers graphiques au début que je vous ai présentés, c'est avec les données les sources de données que je viens de vous montrer. Puis on voit évidemment qu'il y a beaucoup de disparités, comme on a vu, que ce soit sur le taux de participation, que ce soit sur les conditions socio-économiques également. Donc, aujourd'hui, j'ai pas voulu vous présenter rien. En fait, j'ai voulu vous présenter quelques résultats préliminaires sur ce que j'ai fait. Puis, c'est une petite analyse de régression que j'ai fait sur l'effet de l'éducation et du revenu sur la participation électorale des communautés avec qui ont 70% et plus d'Autochtones. Donc, c'est très, très préliminaire. Puis, on voit à l'écran ici, brièvement, que l'éducation et le revenu influencent positivement la participation électorale. Euh, Puis que on voit aussi après ça dans mon troisième modèle, donc dans le troisième modèle, que
l'éducation affecte la participation via son impact sur le revenu. Donc, encore une fois, il y a une petite relation ici à aller pousser un peu plus loin. Donc, encore une fois, c'est très préliminaire, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. C'est vraiment pas ça aujourd'hui. Je me concentre pas vraiment sur les résultats en tant que tels, plutôt sur euh, le travail méthodologique qui me reste à faire. Puis donc, pour les prochaines étapes du mémoire, évidemment, ça serait de un peu plus travailler sur les indicateurs qui me permettent d'émettre qu'il y a un colonialisme qui est différencié entre les communautés au Québec. Puis ensuite, évidemment, analyser l'effet de ce colonialisme-là sur les taux de participation. Euh, puis aussi, un petit plus à ce que je vais ajouter dans mon mémoire, c'est d'analyser les variables, en fait, l'effet des variables socio-économiques sur la participation, comme le revenu, l'éducation, le genre, l'âge, à l'aide de données individuelles, pour un peu ici tester la robustesse des données agrégées, voir est-ce que ce que j'ai réalisé que les données agrégées peuvent se transmettre avec des données qui sont un peu plus précises. Puis ces données-là, c'est les données de Datagotchi, notamment d'Élections Québec 2022, qui a une centaine de répondants, en fait plusieurs centaines de répondants autochtones euh, qui ont répondu. Puis ça va me permettre un peu de prendre le pouls de mes conclusions, puis essayer un peu de pouvoir être un peu plus confortable avec mes conclusions qui se sont basées sur des données agrégées. Donc, c'était ma présentation aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis j'attends, en fait, évidemment, j'aimerais, si avez des questions, je suis très ouvert à répondre. Puis surtout, si vous avez des propositions sur mon dilemme, je suis encore plus ouvert à ça. Donc, merci beaucoup. Puis voici, voilà. Merci beaucoup, Louis. On passerait maintenant à une période de questions, commentaires, propositions sur le dilemme de Louis. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient prendre la parole, voudraient commenter ou faire une proposition, une question. Le champ est libre. Oui, Monsieur Boulanger. Oui, bonjour, merci. Je travaille, moi, pour la direction régionale du Mamache Nord du Québec et, entre autres, avec les communautés CRI à Yoichi James et les 14 villages nordiques du Nunavik. Et en fait, ce que je comprends, c'est que votre période de référence, c'est de 2012 à 2022 ou plus. Ça, j'ai bien compris. Il y avait une considération importante quand je vois votre indicateur de rapport avec le rapport financier ou enfin là, les socio-économiques avec les différentes communautés. Euh, il y a clairement une grande distinction à faire, hein, je pense. Ceux qui sont, vous en avez glissé un petit mot là, mais ceux qui sont régis par ce qu'on appelle les conventionnés, donc avec la convention de la baie James, il faut savoir qu'il y a comme deux modèles. Hein, les communautés CRI sont régies par le fédéral, alors que les communautés inuites sont régies, oui, pour des élections provinciales, les deux peuvent, ils ont les mêmes droits, mais au niveau du financement des activités, il faut savoir que les 14 villages nordiques sont considérés vraiment comme des municipalités, là. Donc, dans votre recherche de données, ça peut peut-être biaiser ou en tout cas, ça peut peut-être amener une certaine problématique pour la ventilation des données. Donc, ben c'est ça, je voulais surtout là valider avec vous si vous avez tenu ça en considération. Puis même par rapport au sud, une communauté CRI va nécessairement, en tout cas, va nécessairement bénéficier de rapports beaucoup plus prononcés avec l'État qu'une communauté comme, je sais pas moi, au Lac-Simon ou les Inuits. Les Inuits, on voit que les Inuits commencent déjà à faire beaucoup plus de rapprochements, de revendications aussi, là. Donc, peut-être, je ne sais pas si c'est une variable que vous avez considérée, mais ces rapports-là vont vraiment être différents, puis la variation là, socio-économique
ça va nécessairement jouer. Puis on le voit nous-mêmes sur le terrain, effectivement. Ben, comme partout, là, je veux dire, la nation crie et je veux dire, ils ont des ambassades à Montréal, à Québec, donc ils sont beaucoup plus proches du pouvoir politique. Fait que nécessairement que les principaux acteurs dans les communautés en soi, les gens sont plus informés là. Je ne sais pas si il y a un facteur qui pourrait être attribué là, pour spécifique. Mais je pense que c'est une proposition en fait, puis en même temps savoir si vous aviez considéré tout ça. Super, merci beaucoup. C'est très intéressant. Euh, je ne l'avais pas considéré. Puis c'est pas, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on, dans les transferts gouvernementaux, tu sais, je suis allé par communauté, je suis allé essayer d'aller voir euh, par année imposables, en fait, tous les transferts gouvernementaux qui ont reçu du Québec. Puis évidemment, il n'y avait pas beaucoup de spécifications sur, sur en fait, cette distinction-là entre les deux euh, types de territoires qui découlent de la Convention, notamment, évidemment. Mais c'est super intéressant. Je vais aller voir ça. Je vais voir ce que je peux en tirer de ça. Puis aussi la présence, par exemple, des cris dans les grandes villes comme Montréal que vous avez mentionné. Ça me fait un peu plus réfléchir. Puis merci beaucoup pour l'information. En tout cas, je pourrais demeurer disponible là. Je pourrais laisser mes coordonnées là. Il y a déjà M. Chalifou là, qui dispose de mes coordonnées, qui pourra peut-être vous les partager. Si vous voulez avoir davantage d'informations, là, ça me fera plaisir. Et peut-être juste, ça me fait penser aussi que le droit de vote des femmes dans les communautés autochtones, ce droit-là n'a pas été acquis au même moment que entre guillemets, les hommes. Donc, je ne sais pas si dans l'éclatement ou en tout cas dans le traitement de vos données, si c'est parce qu'avec les données de Service Canada sur justement les élections ou même Service Québec là au niveau des élections provinciales, c'est peut-être agrégé ou pas là, mais clairement que ben 2012 dans le fond il n'y a pas d'enjeu, c'est vrai. Je regarde ça, il y avait déjà le droit là. Je pense que c'est en 1960 que ça a débuté les droits de vote auprès des autochtones. C'est tout. Ben, en tout cas, bonne chance aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boulanger. Il y aurait William Baudry, dont à qui je laisserai la parole. Salut, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, salut Louis. Dans le fond, j'ai écouté ta présentation, puis je me demandais comment tu vas faire pour assurer dans ton mémoire que ce que tu observes comme du colonialisme, là, dans le fond, tu sais, comme selon genre dans l'espace, tu dis que dans la vallée du Saint-Laurent, ben, c'est plus précoce, donc il y a une socialisation qui a été faite, puis bon, l'assimilation et tout. Donc, comment tu vas assurer que cet éloignement urbain-là, c'est pas plus une conséquence des différents profils socio-économiques agrégés? Parce qu'on remarque que, par exemple, dans les communautés près des grandes villes, l'âge médian est plus élevé, le revenu est plus élevé que dans les communautés plus éloignées, du centre du Québec. Hmm. Bonne question. Je- Encore une fois, tu sais, mon travail est excessivement préliminaire à ce niveau-là. C'est pas quelque chose à laquelle j'ai encore rendu là à penser. Puis c'est une bonne remarque. Je vais aller voir. En fait, je vais aller voir ce que je peux répondre là-dessus. Puis je vais peut-être te revenir plus tard. Tu sais, j'ai tes contacts aussi, William. C'est pas la première fois qu'on se parle sur ce projet-là, notamment. Mais c'est une bonne remarque. Puis je vais te revenir un peu plus tard là-dessus. Puis, j'aurais peut-être une autre petite question, si vous me le permettez. Dans le terme, dans ta dimension, on va dire relation avec le gouvernement,
Je me demandais, c'est quoi que tu inclus comme des relations avec le gouvernement? Parce que là, tu as parlé des budgets. Est-ce que, mettons, des tables de concertation qui sont mises en place par différents ministères dans les communautés, c'est une forme de contact que tu prends en compte? Euh, je ne l'ai pas pris en compte pour l'instant. Ça a été très, très difficile pour moi de chercher de trouver des indicateurs pour mesurer euh, les rapports. Euh, Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là, à ce que j'ai trouvé en ligne, évidemment. L'information est difficile à trouver. Actuellement, les trois indices multifactoriels que je vous ai présentés, c'était les trois en fait facteurs qui étaient le plus euh, présents, le plus accessible, je veux dire, et surtout le plus accessible dans le temps, dans la période que j'étudie. Euh, puis, donc, c'était ça en fait. Par exemple, les transferts gouvernementaux, j'ai les sommaires annuels de toute la période de 2012 à 2022, par exemple. Il m'en manque quelques-uns, mais c'est très rare que j'en ai qui m'en manquent. Mais euh, puis surtout, en fait, la présence de militants autochtones, surtout ça, c'est un peu plus un travail de qualitatif en allant voir est-ce que dans les dernières années, il y a eu une présence marquée ou non. Fait que c'est plus un travail en fait, plus exploratoire que ça. Donc, les tables de concertation en tant que telles, j'étais allé voir aussi les ententes gouvernementales, mais j'avais pas toute l'information nécessaire pour créer un indice. Donc, ouais, merci pour ça, ouais. Louis, il y aurait un commentaire de Marie-Émilie Lacroix. Je sais pas si tu le vois. Oui, Je crois que les Autochtones en milieu urbain ont une certaine influence sur certaines communautés. Les Autochtones éduqués analysent plus. Je me demande s'ils votent plus. Ils s'informent beaucoup et écoutent beaucoup autour. L'influence entre les membres a une place dans l'intention de vote. Ouais. ouais. Dans la littérature, on remarque ça. Dans le sens où les études dans le comportement électoral qui se sont notamment posé la question auprès des Autochtones, en fait, qui ont fait la distinction des Autochtones en milieu urbain et en milieu ruraux, remarquent qu'en fait, les Autochtones en milieu urbain votent davantage que les personnes en milieu ruraux. Il n'y a pas beaucoup En fait, les études en comportement électoral vont pas beaucoup expliquer pourquoi c'est comme ça. La relation, en fait, la nature de la relation n'est pas beaucoup mise de l'avant. Euh, Puis je pense pas pouvoir y répondre, parce notamment mon mémoire ne fait pas cette distinction-là, puis je pourrais pas faire cette distinction-là avec les données que j'ai au Québec. Il faudrait que je puisse lancer un nouveau sondage auprès des Autochtones, notamment en région, et les Autochtones en milieu urbain, ce qui serait excessivement compliqué à faire et qui prendrait beaucoup de temps. Mais effectivement, les Autochtones en milieu euh, urbain votent davantage. Mais pour quelle raison? La conclusion est un peu plus nébuleuse et moins. On n'a pas encore la conclusion, la, la- la réponse à cela encore. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient un commentaire ou une question, une intervention? Je voulais juste préciser un peu au niveau de l'influence, hein. C'est-à-dire, il y a quand même sur les communautés beaucoup moi, je dirais donc, d'opinion qui peut se faire en parlant des influences reçues des autres. Parce qu'au niveau du vote, j'ai l'impression que c'est la même affaire aussi, là. Tu sais, les gens, je vote parce que, je vote pas parce qu'il y a des gens qui ont pas d'intérêt justement à cause du colonialisme, à cause des expériences.
de s'intéresser ou d'écouter, c'est compliqué d'écouter ça. De toute façon, c'est compliqué d'écouter les discours. On ne comprend pas grand-chose souvent, là. Puis, ben, c'est ça. Est-ce que je vais attendre que les autres me disent comment voter ou je voterai pas parce que je sais pas comment voter. Mais est-ce que tu t'es attardé justement à l'influence entre ben, comme tu disais, c'est compliqué d'aller sur les communautés puis faire une telle étude, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'évaluer le poids de l'influence. Ouais. Ouais, super. Un peu un effet boule de neige du vote, dans le sens où, dans une communauté où plus ça vote, en fait, plus de personnes votent, ensuite, plus d'autres personnes vont se rajouter à cette tendance-là et voter. Puis c'est vrai que ça, avec la méthodologie que j'ai, je pourrais jamais tester ça. Ça serait vraiment un travail d'analyse qualitative ou d'aller faire des entretiens dans les communautés même. Puis, évidemment, pour mon mémoire, là, il est un peu trop tard pour ça, puisque ça prend beaucoup de ressources pour le faire. Mais c'est super intéressant, puis ça montre encore une fois à quel point les méthodes quantitatives ne sont pas les méthodes favorables pour étudier le comportement politique, par exemple, des populations autochtones, que ce soit au sein des communautés, mais également au sein des villes et tout. Donc, ouais. Merci, Madame Lacroix. J'avais une Monsieur, question, moi. oui, Pierre Trudel, mon nom. bonjour, Monsieur Trudel. Vous m'entendez bien, oui? Absolument. OK. Euh, je me demande si ce serait utile méthodologiquement, parce que finalement, la recherche, ça porte sur l'abstention de voter, puisque à part de savoir pour qui on vote là, entre les communautés, ce qui est, ce qu'on tente d'expliquer, c'est la raison pour laquelle on vote ou on ne vote pas. Or, l'abstention électorale, elle existe aussi chez les non-autochtones. Mhm. Alors, je me demande si ce ne serait pas utile, dans le cadre de cette recherche-là, méthodologiquement, de comprendre pourquoi des non-autochtones ne votent pas. Et il y a sûrement des études là-dessus. Et c'est peut-être un éclairage qui pourrait être utile pour comprendre, pour découvrir un ou un facteur. On verra dans quelle mesure c'est important ou pas, là, à savoir, est-ce que c'est les mêmes raisons qui font que des non-autochtones ne votent pas, comme des autochtones ne pourraient ne pas voter. Mhm. Alors, parce que si on regarde la question en vase clos, c'est un phénomène universel, voter ou pas voter, là. Et ça serait probablement utile de voir en quoi consistent ces facteurs-là qui expliquent le fait qu'on va voter ou pas. Deuxième commentaire, c'est moi j'ai écrit à un moment donné un entretien avec Ghislain Picard, là, il y a très longtemps, là, puis je lui posais la question s'il votait ou s'il ne votait pas aux élections provinciales ou pas, là. Il me disait que non, puis il me disait qu'il y avait une différence de culture politique entre l'Ouest canadien et le Québec, où dans l'Ouest, on participait davantage aux élections. Et même à ce moment-là, j'avais posé la question parce que le chef de l'Assemblée des Premières Nations de l'époque avait participé avec le directeur des élections du Canada à encourager les Autochtones à aller voter. Et à un moment donné, il y avait un enjeu parce qu'on a découvert que dans plusieurs comtés au Canada, les Autochtones pouvaient faire la différence quand c'est serré entre les libéraux et les conservateurs. Là, on ne me souviens pas de la quantité de comtés là, qui faisait que la participation électorale des Autochtones allait jouer, là, peut même à la limite déterminer le gouvernement qui allait être au pouvoir. Donc, je ne sais pas si c'est à considérer aussi ça comme facteur de participation électorale ou pas, à savoir si les politiciens autochtones favorisent ou non la participation électorale, comme dans l'Ouest. Parce que je pense que le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine, de l'époque, avait fait une publicité à la télévision en compagnie du directeur des élections, allez voter, allez voter. Quand il y a des enjeux importants, à savoir qui va gouverner ou pas, les Autochtones peuvent être
peut-être davantage poussés à aller voter. Dernier commentaire concernant et est-ce qu'on vote plus si on parle une langue autochtone ou pas, là? J'ai déjà vu des sondages, des statistiques qui disaient que plus on parlait une langue autochtone, plus on était pauvre, plus on était socio-économiquement défavorisé. Donc, effectivement, c'est une variable sûrement considérée qui, à savoir, bon, dernier commentaire, pourquoi les gens votent ou votent pas? Vous savez, les élections à Montréal dans ce temps-ci, je ne connais pas. Je ne sais pas si je vais aller voter parce que je ne me sens pas concerné, je ne suis pas informé. Alors, est-ce que les Autochtones, c'est un peu la même chose? C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne sont pas bien informés. Et s'ils étaient plus informés, peut-être qu'ils voteraient davantage. Comme moi, je vais essayer de m'informer davantage, je vais savoir si je vais aller voter à Montréal là, pour au niveau municipal ou pas. Là. Voilà mes commentaires. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, pour la première question, c'est-à-dire essayer de lire pourquoi les Autochtones ne votent pas aux raisons pourquoi les Allochtones ne votent pas. C'est super intéressant, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Puis, il y a des sondages, en fait, qui se posent la question, pas nécessairement sur le vote, mais sur leur relation avec les institutions canadiennes. Puis, on voit des distinctions un peu, mais aussi des similitudes entre les Allochtones et les Autochtones. Donc, évidemment, ça ne serait pas étonnant de voir la même chose auprès des Autochtones. Je n'ai pas de statistiques ou d'informations à propos de ça sous la main. Ensuite, pour la deuxième question sur la présence de politiciens autochtones, il y a quelques études qui se sont posées la question au Canada, notamment l'étude de Simon Dabin, Martin Papillon, qui est mon co-directeur, puis Jean-François Daou, qui ont fait l'exercice de voir est-ce que plus il y a de candidats autochtones aux élections, est-ce que la participation autochtone vote plus? Ils sont arrivés à la conclusion que oui. Puis en fait, avec cette conclusion-là, moi j'ai fait l'exercice de l'appliquer au Québec. Euh, en fait, avec les données que j'ai les testé avec en fait le taux de participation dans chacune des communautés. Puis, dans ces communautés-là, est-ce qu'il y avait des candidats autochtones? Puis, les résultats sont un peu mitigés. Ce pas des résultats qui sont très concluants. Évidemment, j'ai pas beaucoup d'observations. Donc, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais ça doit avoir un effet. Au Québec aussi. Au Canada, aux élections fédérales, il y en a un clair et net. Mais au Québec, euh, c'est un peu plus mitigé, un peu moins clair à ce niveau-là. Ça serait une autre bonne question de recherche à aller pousser là-dessus. Puis ensuite, pour les études sur le lien entre la langue et les conditions socio-économiques, c'est super intéressant. Je vais aller voir la littérature à ce sujet-là. Puis je vais voir, en fait, essayer de l'inclure dans mon mémoire, essayer de piger de l'information là-dedans qui pourrait être intéressant à rajouter. Merci beaucoup pour les commentaires. Oui, il y avait un commentaire aussi de Marie-Émilie Lacroix. Les promesses électorales présentent un grand lot de méfiance. On ne peut pas oublier les promesses non tenues. Les relations avec le gouvernement du Québec n'hésitent pas à appuyer des premiers ministres ouverts à nos besoins et requêtes. D'accord. Je ne sais pas s'il y aura encore des commentaires, des questions bon. Oui, Monsieur Boulanger. Non, c'est simplement pour vous dire que je dois quitter. Mais vu que j'ai le micro, je vais quand même mentionner tantôt, je voulais souligner aussi le fait que par rapport au contexte aussi, le moment où a lieu les élections, là, moi je le vis ici, là, sur le territoire, quand on fait des activités. Si c'est en octobre, c'est la période de chasse. Puis ici, il y a beaucoup de communautés qui sont, comme on appelle in the bush, qui sont donc non accessibles, ni même par communication. Donc souvent, puis ce qu'on a vu ici,
C'est de la mobilisation, là. Quand ils veulent mettre l'effort, là, il y a des petits, on va dire qu'il y a des petits jeeps qui s'en vont communiquer l'information aux gens qui sont dans le bois pour les solliciter. Puis d'ailleurs, Mandeville en est une belle démonstration. Donc, je vais m'arrêter là, je dois vous quitter. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, euh, s'il n'y a plus de commentaires, je mettrai fin à ce midi du Sierra. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Louis pour la présentation. C'était très intéressant et stimulant, comme on a pu voir. Alors, voici, je mettrai fin à l'enregistrement.